Aujourd'hui, on va s'intéresser à un monologue qui a beaucoup fait réagir en ligne suite à un événement tragique. L'idée ici, ce n'est pas de juger le fond, mais plutôt de décortiquer la structure de ce récit, de comprendre comment il est construit et quels arguments il déploie, le tout de la manière la plus neutre possible. Alors pour bien comprendre comment tout ça s'articule, on va décomposer son discours en 5 grands thèmes. Ça va nous permettre de suivre sa logique, de l'événement de départ jusqu'à sa conclusion très personnelle. Ok, première étape, la tragédie unificatrice. C'est le point de départ de tout son discours. On va voir comment il pose le décor et surtout l'ambiance émotionnelle. Tout commence donc par là. Il pose d'emblée un sentiment de deuil collectif suite à ce qu'il nomme le meurtre de Charles James Kirk. Il insiste sur le fait que ce deuil, ce chagrin, est vraiment partagé par toute une communauté. Et ce qui est important ici, c'est qu'il ne présente pas ça comme un simple fait divers local. Non, pour lui, c'est un événement qui dépasse les frontières, qui unit ce qu'il appelle le monde anglo-saxon. Il prend même l'exemple de manifestations en Australie pour appuyer son propos. Voilà, le décor est planté, un deuil partagé. Mais ce n'est que le début. À partir de là, son discours bascule sur une idée beaucoup plus large, celle d'un royaume divisé, d'une société complètement fracturée. Et pour rendre cette division bien concrète, il s'appuie sur un événement précis, un grand rassemblement. Il avance ce chiffre, 350 000 personnes. C'est énorme. Et il sous-entend que ce chiffre est bien plus élevé que ce que les médias auraient pu rapporter. Et c'est là que la fracture devient vraiment visible. D'un côté, sa perception du rassemblement, à 90% pacifique, de l'autre, ce qu'il décrit comme la version des médias, des voyous, des gens dangereux. C'est vraiment le choc de deux récits complètement opposés. Et il ne s'arrête pas là. Il va connecter cet événement à d'autres phénomènes, bien plus larges. Il parle d'une guerre civile naissante aux USA, d'une cellule terroriste transgendre, de migrants en colère. En gros, il dessine une toile où tous ces éléments sont liés entre eux. Donc on a d'un côté son camp, uni dans le deuil. Et de l'autre, l'opposition. Le monologue va passer pas mal de temps à dépeindre cet adversaire, à lui donner un visage. Il est très direct. Il accuse ses opposants de carrément célébrer cette tragédie. Il dit qu'ils exploitent ça à fond, qu'ils créent des gifs, des animations pour se moquer. Il va même jusqu'à les qualifier de « putain de démons ». Et le mot « démon », ce n'est qu'un exemple. Le vocabulaire qu'il emploie est assez particulier. On trouve des termes comme « démon communiste dément »,« gobelin gauchiste »,« sataniste »,« racaille gauchiste » et même « idiot consanguin ». C'est un champ lexical vraiment très, très chargé. Pour lui, la mentalité de ses opposants se résume à une phrase qu'il dit entendre tout le temps de leur part : « Tu dis de la merde, tu te fais défoncer ». Il présente ça comme leur credo, la preuve de leur vision du monde violente. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'après toutes ces insultes, il propose une sorte d'analyse psychologique. Il utilise une citation de Yoda, oui de Star Wars, pour expliquer leur comportement. Ça commencerait par la peur qui mènerait à la colère, puis à la haine et enfin à la souffrance. Donc selon lui, à la racine de tout ça, il y aurait de la peur. Alors, face à cette opposition qu'il décrit comme haineuse, quel est le résultat? Est-ce que son camp est affaibli? Pas du tout, selon lui. Au contraire, le message est amplifié. Il s'appuie ici sur une figure d'autorité, Elon Musk, avec un message très binaire, très fort. Riposter ou mourir. Il le présente comme un cri de ralliement, une obligation de se défendre. Et la conclusion qu'il en tire, c'est que cette tragédie, au lieu de les faire taire, va avoir l'effet inverse. Pour le citer, ça va juste créer 1 million de Charlie Kirk. C'est la promesse d'un renforcement, d'une multiplication de son mouvement. Après avoir analysé le monde extérieur, la division, l'ennemi, le discours devient beaucoup plus personnel. Il explique sa propre réaction face à tout ça, ce qu'il appelle sa retraite personnelle. Pour justifier cette retraite, il ne reste pas dans le vague. Il donne une liste très précise d'incidents, de menaces qu'il dit avoir subies. Il parle de plusieurs samedis de suite en juillet, avec des histoires de couteaux, d'une fois où il aurait été poursuivi, et même d'une visite de la police chez lui à 1h du matin pour des menaces de mort. Sa conclusion, c'est donc de rester chez lui. Et il explique pourquoi. Il est un père de famille. Il dit qu'à 45 ans, il n'est plus un combattant. Et il exprime un manque de confiance dans la police, qui aurait mis 30 minutes à arriver. Ce n'est pas de la lâcheté, dit-il en substance, c'est du pragmatisme. Et ça l'amène à poser une question qui est un peu le cœur du problème pour lui. Que faire? Si on sort pour sauver son pays, on risque la prison. Mais si on ne fait rien, c'est insupportable. C'est un véritable dilemme, une impasse. Et la réponse qu'il propose à ce dilemme est assez surprenante. Ce n'est pas un appel à l'action extérieure. Au contraire. En citant saint Augustin, il dit « Ne sortez pas, rentrez en vous-même, la vérité est à l'intérieur ». La solution serait donc spirituelle. On voit bien tout le cheminement. On part d'un drame public, on traverse une guerre de société pour arriver à une conclusion très personnelle, presque mystique. Et ça amène à se demander à quel point ce type de narration est devenu un modèle aujourd'hui.